Lundi 12 septembre, bienvenue dans le ZCL, c'est la semaine qui commence avec nous. Vous aurez à nous supporter jusqu'à vendredi. Bonjour Mandy. Bonjour Danick. Tu vas bien? Bien, moi j'ai pas de mal à vous supporter. Hein. Ah bon, d'accord. Bon, aujourd'hui alors, on va parler politique sportive avec donc monsieur Alain Sorez qui est au Crossgois, mais pas seulement, on dira pourquoi tout à l'heure. Et puis on va recevoir aussi une artiste guadeloupéenne qui s'appelle Sylvie Adélaïde, il semble qu'il y ait deux. Oui, effectivement. Alors, c'est pas l'autre, c'est celle-là. C'est celle-là. Et puis, nous parlerons aussi des journées du patrimoine avec un invité, bien sûr, qui vient à parler des journées culturelles du Conseil général. Voilà un petit peu les invités de cette édition. Mais tout de suite, les titres avec Mandy. Merci Danick. Et ce matin, l'UTC-UGTG a appelé l'ensemble des travailleurs de la commune de Sainte-Rose, du CCAS et de la Régie des eaux et de la Caisse des écoles à observer un mouvement de grève. Et puis voilà, bonne nouvelle, la bretelle de l'Oricisque est désormais opérationnelle. Monsieur Harry Chalus et monsieur Jacques Bongou étaient sur place ce samedi 10 juillet pour sa réouverture. Et enfin, monsieur Jean-Paul Élissé est de retour en Guadeloupe, vice-champion d'escrime par équipe. Il a été accueilli par sa famille ce vendredi à l'aéroport Paul Caraïbes. Voilà pour les titres. Et bien sûr, Mendy, nous sommes en direct sur RHT, sur 89.8 et 90.8 FM. C'est la radio qui retransmet le ZCL. Alors, je vous disais, on reçoit Alain Sorez qui est au Crossgois, qui voyage beaucoup dans la Caraïbe, qui est caribéen jusqu'au bout des ongles et pas seulement. Et Alain Sorez, vous avez aussi une casquette politique, vous êtes aussi conseiller municipal. On devrait parler avec vous tout à l'heure, point rapide, parler avec vous de politique, mais on va parler de politique sportive. C'est plus à l'ordre du jour, puisque vous avez sorti votre lettre numéro 2, c'est désormais régulier. Chaque semaine, il y aura une lettre sur le football. C'est une lettre qui s'adresse à l'ensemble des présidents de ligue et comités et à l'ensemble des acteurs du football guadeloupéen, parce que nous sommes dans un processus de réflexion, c'est-à-dire en amont de toute velléité d'aller directement après aux élections et en campagne pour présenter donc une équipe pour la prochaine mandature du football. Je pense que la période actuelle, c'est la période de réflexion, tout en continuant dans le cadre de nos fonctions à mener à bien les affaires du football guadeloupéen, c'est-à-dire à préparer la saison qui commence, avoir des calendriers, soutenir, parce que ça, bizarrement, personne n'en parle, et nos jeunes les moins de 17 ans qui partent jeudi pour Trinidad pour essayer de se qualifier pour la phase finale au Panama. Donc voilà, il nous faut continuer à vivre ce football, à préparer des compétitions pour nos jeunes, pour la première division, les PH, et en même temps mener cette réflexion pour nous permettre de voir ensuite pour les 4 prochaines années ce que nous faisons pour sauver en même temps sauver le football guadeloupéen qui est en difficulté, mais également aussi construire son futur, parce qu'il y a des échéances, des rendez-vous importants à ne pas manquer. Alors vous dites sauver le football guadeloupéen, ça signifie que vraiment ça va très mal pour notre football? C'est-à-dire que nous connaissons tous déjà la situation financière qui n'est pas, c'est très difficile. Il y a une procédure d'alerte donc qui a été votée en Assemblée générale financière. Donc cela signifie qu'il va y avoir des décisions à prendre pour redresser la situation, mais en même temps il nous faut répondre aux exigences de ce développement. Nous sommes depuis 2013 membres de la CONCACAF, donc nous avons des échéances à respecter, nous avons des formations à mettre en place, nous avons des rendez-vous pour nos différentes sélections, nous avons aussi le football féminin qui pour l'instant ne décolle pas, contrairement à ce qui se passe, que ce soit la France, mais aussi le Canada, les États-Unis, dans d'autres pays. Donc voilà, il faut à la fois être ambitieux, avoir des projets et relever les défis, et en même temps corriger quelques imperfections, quelques dysfonctionnements qui nous conduisent à cette situation actuelle. C'est vrai, en effet, on a vu dans un article l'an dernier que vous aviez un petit peu appelé à l'aide, puisque au niveau financier, ça n'allait pas. Encore aujourd'hui, vous n'avez pas réussi à convaincre des partenaires financiers pour vous soutenir? Je pense que c'est toute la réflexion, et c'est pour cela que je dis que la mauvaise situation financière ne doit
pas nous empêcher d'avoir des projets, des ambitions, parce que c'est peut-être ces projets, ces ambitions qui vont nous permettre de faire entrer de l'argent, à la fois de l'argent public, mais surtout de l'argent privé. Et c'est pour cela qu'il y a une réflexion à mener pour changer notre façon d'aborder nos compétitions. Par exemple, l'ouverture du championnat doit se faire avec un match de gala, comme ça se passe. J'ai même reçu une invitation de British Virgin Islands pour son match de gala d'ouverture. Donc, entre Caribéens, nous échangeons des idées. Et effectivement, lorsque je vois le nombre de sponsors privés qu'il y a en Jamaïque, même si malheureusement aussi la législation française nous empêche d'avoir les alcools comme sponsors, contrairement à d'autres pays dans la Caraïbe, et même l'Angleterre, et même l'UEFA d'ailleurs, avec les bières. Nous avons vu qu'il y avait une publicité de bière pour l'euro, mais sans nommer la bière. Donc à un certain moment, il nous faut revoir tout cela et, à l'instar des pays de la Caraïbe, avoir cette ambition d'avoir des matchs en direct, d'avoir des matchs en différé, d'avoir davantage de partenaires. C'est quand même le sport numéro 1. Nous ne devons pas prendre de retard par rapport à d'autres sports et par rapport à d'autres pays. D'accord, mais cet axe de développement, vous l'aviez déjà, ou alors on peut dire que votre vision a évolué depuis l'an dernier? Non, nous avons cet axe. Nous avons même fait des états généraux du football guadeloupéen il y a de cela peut-être 3 ans. Et comme à chaque fois, malheureusement en Guadeloupe, on regarde que des préconisations, des propositions ne sont pas suivies des faits, ne sont pas mises en œuvre. Et parfois, on a des missions de la 3F ou de la FIFA qui viennent en Guadeloupe et qui nous disent quoi faire. Mais en fin de compte, on sait déjà quoi faire parce qu'on avait déjà fait des états généraux, on avait déjà fait des assises. Et c'est pour cela que je dis que je suis disponible, parce que c'est du volontarisme, de la disponibilité, de l'ambition. Et comme en toute modestie, comme me l'a dit certains présidents de ligue et comités de clubs que je rencontre, de la même façon que nous avons porté un projet à son terme avec beaucoup d'ambition et en période difficile pour le cross de la Guadeloupe, je pense que c'est ce qu'il faut pour notre football, c'est-à-dire avoir des hommes et des femmes qui sont disponibles, qui sont compétents dans certains domaines et qui seront là pour porter un plus pour le football guadeloupéen. C'est pour cela que j'appelle aussi à constituer cette équipe, renouveler, redynamiser et en même temps aussi avoir un personnel à la Ligue qui sera remotivé, remobilisé et valorisé. Alors si on prend les 2 derniers présidents en exercice, Guy Roch et M. Séné, leur bilan a été totalement négatif de votre point de vue, ou bien alors vous allez dans la continuité, parce que s'il y a eu crise, ça veut dire qu'il y a eu une mauvaise gestion? Non, il n'y a pas eu, c'est pas une question de bilan négatif. D'ailleurs, la première, moi je suis respectueux de nos statuts. Moi, je siège au comité directeur, donc je suis solidaire des décisions, des bilans et des actions. C'est pas la période préélectorale ou même électorale en matière de sport. Il ne s'agit pas de, sauf si certains veulent le faire, mais en principe, on évite de parler des personnes et on évite de parler des bilans des autres. Nous sommes là pour présenter un projet par rapport à une situation donnée. Chacun au sein du comité, on avait des délégations, donc chacun a pu mener à bien sa délégation. Personnellement, moi j'étais chargé des relations internationales, du beach soccer et du futsal. Bon, chacun tire son bilan et essaie de voir s'il a bien fait son job au sein d'une équipe. Et ce qui n'a pas marché, on ne va pas tirer sur le collègue, mais on va essayer de voir pourquoi ça n'a pas marché. Et si maintenant nous sommes en situation d'avoir une nouvelle équipe, on va essayer de faire mieux, toujours mieux. Mais il y a eu du très positif avec les 3 mandatures de Guy Roch. Il y a eu du positif aussi avec la mandature de Joseph Séné, qui a finalisé d'ailleurs notre adhésion comme membre à part entière en 2013 et qui a, malgré les difficultés financières, il faut le rappeler, sous la mandature de Joseph Séné, on a respecté toutes nos sélections, contrairement à la Martinique ou à la Guyane. Toutes nos sélections, quelle que soit la catégorie, ont participé à toutes les épreuves et ont pris l'avion et ont essayé de donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais il y a eu des problèmes de dysfonctionnement, il y a eu, notamment pour les sélections, c'est la vitrine du football guadeloupéen, il y a eu de mauvaises gestions, de mauvaises préparations, il faut le reconnaître, mais parfois le résultat sur le terrain traduit... C'est vrai, depuis 2007, les Guada Boys n'ont pas fait grand-chose. Chaque fois, ils ont été éliminés très rapidement dans les compétitions.
Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui en dehors d'un entraîneur pour pouvoir donner cette impulsion qui avait conduit Guada Boys au Mexique, face au Mexique en demi-finale? C'était extraordinaire ça. Alors c'est-à-dire que les Guada Boys, ce que nous avons pu faire en 2007 puis en 2009, cela a servi d'exemple à nos adversaires qui ont analysé pourquoi la Guadeloupe, petit pays, était arrivé en demi-finale face au Mexique. Et nos adversaires, nos concurrents et amis, ont, entre guillemets, copié sur nous, ont mis davantage de moyens, notamment ce qu'ils appellent faire appel à leurs joueurs expatriés. Oui. Donc, et nous, face à cela, nous sommes restés sur notre acquis. Et sans évoluer, il y a même des pays qui sont venus en Guadeloupe regarder notre CREPS, par exemple, où nous avons le pôle jeune. Ils nous ont interrogés sur ça. Et tous les pays, depuis quelques années, ont mis en place, avec l'aide de la FIFA, de la CONCACAF, des centres techniques du football. Ils ont mis en place un staff technique, avec, quand je dis un staff technique, par exemple, Curaçao, il n'y a pas qu'une question d'entraîneur. En général, même dans le football professionnel, on voit que l'entraîneur ne vient jamais seul. C'est minimum 3 personnes, sinon c'est 5 personnes. Il vient avec son staff. Donc pratiquement toutes les sélections de la Caraïbe ont un staff de 5 à 10 personnes, donc capable à la fois de gérer les sélections sur place, mais également aussi de gérer les relations avec les expatriés, les joueurs expatriés, de les superviser. C'est très professionnel et avec maintenant, c'est très relationnel, très professionnel. Et en fin de compte, nous n'avons pas pu régler un problème qui me tient à cœur et que nous vivons même pour notre sélection qui va se déplacer à Trinidad dans 3 jours, c'est ce refus de certains clubs français, le plus souvent des clubs français, qui refusent de libérer, entre guillemets, des joueurs appelés pour jouer en sélection. Et je trouve que ça, il nous faudra régler ce problème, parce que notamment pour les jeunes, je le dis franchement, un jeune Guadeloupéen qui a 15 ans, 16 ans et qui joue actuellement dans un club de la métropole, sa préformation, s'il l'a fait au CREPS, a été financée, notamment aussi par des fonds guadeloupéens. Donc il a un devoir de retour et son club doit... Alors, solidarité nationale, ok, on dit allez les Bleus, c'est bien, on est arrivé en finale à l'Euro, tout le monde était content, mais la solidarité nationale ne peut pas être à sens unique. Ça veut dire, Alex Jaurès, que j'ai envie d'appeler ça un contentieux avec la 3F, la Fédération française de football, va être mis sur la table cette fois-ci si vous êtes élu président? C'est-à-dire, ce n'est pas un contentieux, mais c'est du relationnel, comme je dis, c'est du relationnel. Il faudra qu'on puisse dire à nos collègues, ce sont nos collègues et amis, d'ailleurs, qui sont parfois en relation directe avec nous, certains clubs, mais également aussi la Fédération française de football, comme je l'ai dit. Il y a une solidarité nationale, supporters des Bleus, etc. Donc, mais ça ne peut pas être à sens unique. Et s'il le faut, on va démontrer à la 3F que la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni a certaines relations avec les pays anglais de la Caraïbe et également aussi les Pays-Bas avec Curaçao, comment ça fonctionne en termes de respect et de relations, voire même d'assistance par rapport à ces pays et par rapport à des joueurs qui sont sélectionnables dans les deux sélections. Oui. De l'autre côté, il y a un autre problème qui se pose, c'est que depuis quelques années, enfin je disais ça à l'un de vos collègues qui était ici il y a quelques jours, l'un des vice-présidents de la Red Star, il y a peut-être un an et demi, il y a eu un reportage sur Canal+, que vous avez dû voir, disant que la Guadeloupe ne produit plus rien en football. Oui, c'est vrai ou c'est fou? Alors c'est un reportage qui disait qu'on ne produit plus rien en football et en même temps nous sommes les oubliés. Moi je dis que c'est il parlait des infrastructures qui n'étaient pas adéquates non plus. Voilà, je pense que par rapport à nos infrastructures d'ailleurs, en moyenne, nous ne sommes pas pire qu'ailleurs. Je vous invite à regarder, si vous le pouvez, le championnat professionnel d'Haïti sur certains terrains, dans certaines conditions. Mais bon, mais c'est sûr que nous avons pris du retard et par rapport au discours, c'est ce que je disais au président de club avec ma casquette de président du CROSS de la Guadeloupe, à un certain moment, ce n'est même pas au conseil régional ou parfois même à l'État d'aider les clubs, c'est à chaque commune, à chaque maire, comme je le disais, si vous voulez, si le maire doit vous apporter des médailles, doit vous récompenser, doit faire des fêtes parce qu'il est fier de vous, demandez-lui aussi de vous permettre d'être une vitrine de sa commune, comme la sélection, c'est une vitrine de la Guadeloupe. Donc c'est au maire de faire en sorte, que ça soit à Bimbe Maro, de cette concurrence. Par exemple, le Petit Bout, ça va bien. Non, mais il a été revigoré. Voilà, il faut que le maire puisse mettre en place à la fois les aides financières pour permettre au club
d'exister et de fonctionner, mais également aussi les moyens en infrastructure pour permettre à ces jeunes de s'entraîner, pour permettre aux parents qui veulent regarder les enfants s'entraîner de ne pas être sous la pluie ou dans la boue. En France, on s'assied, on vient avec pommes, de l'eau. Pourquoi? On est bien installé, on regarde son enfant s'entraîner. En Guadeloupe, parfois, c'est pas possible. Et là aussi, parce que aussi, nous ne faisons pas assez de dossiers pour avoir des financements de la 3F, de la CONCACAF, de la FIFA. Et nous nous retrouvons avec pratiquement un des rares pays dans le monde entier à avoir cette capacité. C'est-à-dire, en Guadeloupe, nous avons inventé construction de stades plus de 10 ans. Trois-Rivières en construction, 3 ans, 4 ans, Pointe-à-Pitre 10 ans, on a eu Morne-à-l'eau, on fait, j'ai vu un reportage dernièrement, je crois que c'est la Turquie, le plus grand pont du monde en 3 ans, donc il faut arrêter, donc un stade en Haïti, entre le tremblement de terre et aujourd'hui, ils ont déjà inauguré, je crois, 4 ou 5 stades, donc à un certain moment, il faut qu'on puisse avoir cette ambition de respecter les échéances et de respecter aussi la population lorsqu'on promet de mettre en place des infrastructures. Vous parliez de vitrine et justement j'ai vu sur vos réseaux sociaux qu'il y a une éventuelle collaboration parce que vous avez rencontré Morgane Thérésine, la nouvelle Miss Guadeloupe. Alors qu'est-ce qu'il en est vraiment? Parce que c'est vrai que là sportif, la beauté, même charme. Alors qu'est-ce que vous prévoyez en fait comme collaboration avec elle? Alors ce qu'on lui a demandé, c'est-à-dire à travers sa fonction, son élection, son titre de Miss, c'est d'être porteur également des valeurs olympiques. C'est-à-dire ne pas oublier que ça peut être un discours qui peut l'aider notamment lorsqu'elle sera amenée à répondre à certaines questions. Ne jamais oublier que les valeurs olympiques sont actuellement des valeurs qui transcendent l'ensemble des problèmes que nous vivons actuellement. Donc si à travers les solutions qu'elle sera amenée à proposer dans tel ou tel domaine, pour telle ou telle problématique, ne jamais oublier de porter aussi les valeurs olympiques parce qu'effectivement la beauté, le corps sain, l'esprit sain, et donc ça véhicule les valeurs olympiques. D'ailleurs c'était ça au départ le sport, mais bon, on va pas. Donc c'est le côté glamour, hein. Je préfère le côté glamour, je dis sans aller à l'excès du Troisième Reich quand même. On va pas avoir, voilà, ce qu'il faut pas. Alors, sur l'adhésion de la Guadeloupe éventuellement à la FIFA, quelle est votre position, Alain Sorez? Alors, sous l'adhésion de la Guadeloupe à la FIFA, pour l'instant, conformément au statut de la FIFA, il y a une possibilité pour les ligues qui dépendent d'une fédération d'intégrer la FIFA avec l'accord de sa fédération. Comme ça s'est passé pour certaines ligues et comités en Guadeloupe qui sont membres de leur fédération internationale. Par exemple. Le taekwondo, volleyball et handball qui a une particularité, une spécificité. Le problème pour le football, qui n'est pas un sport comme les autres, qui a de fort potentiel en termes de diplomatie sportive, tout ce que nous vivons depuis quelque temps, vous voyez la Russie, les relations avec la Russie, les problèmes du football, ça relève effectivement de la diplomatie internationale. Donc c'est à ce titre-là que le président de la Fédération française de football a décidé, contrairement aux autres fédérations, de consulter, de demander l'avis de sa tutelle, c'est-à-dire le ministère des Sports. Le ministère des Affaires étrangères aussi. Non, le ministère des Sports. Les sports d'abord. Parce qu'il y a toutes les fédérations sont des délégataires, sont des délégations, ils reçoivent des délégations du ministère des Sports, parce qu'en France, le sport c'est comme l'armée, c'est comme la diplomatie. Le sport est du domaine de l'État et de la compétence de l'État qui donne. C'est régalien, c'est régalien, oui. C'est régalien. Oui, c'est encore un des rares pays. Alors même que parfois c'est en contradiction avec même nous, avec parfois le CIE et même la FIFA, certaines fédérations interdisent toute intervention du politique parce que sinon, sous menace, d'ailleurs le Kenya, le comité olympique du Kenya a été dissous, la FIFA parfois met en sommet certaines fédérations s'il y a intervention du politique. Mais en France, il y a la loi qui permet, donc les fédérations reçoivent délégation du ministère, donc c'est à ce titre que la Fédération française de football a transmis l'avis au ministère et pour l'instant, donc aujourd'hui. Vous êtes favorable, vous? Moi, je suis favorable parce que, comme je l'ai dit au ministre à l'époque, et d'ailleurs bien même avant qu'on parle aujourd'hui d'égalité réelle, je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème. Moi, je me sens comme la Nouvelle-Calédonie, comme Tahiti, c'est la France, parce qu'à un certain moment, on nous dit que la France, l'argument une et indivisible. Je lui ai dit oui, mais la France une et indivisible, c'est la Nouvelle-Calédonie, c'est Tahiti. Et la France aujourd'hui qui parle d'égalité réelle des Outre-mer,
même des outre-mer, des collectivités d'outre-mer entre elles et ensuite l'outre-mer avec la métropole. Moi je dis, chiche, égalité réelle, ça signifie que la Guadeloupe doit être au même niveau que la Nouvelle-Calédonie. Et c'est là que ça va causer des problèmes politiques sérieux. Parce que le jour où il y aura une sélection de la Guadeloupe à la Coupe du Monde, on peut imaginer comment on ferait appel aux footballeurs guadeloupéens, à Limar ou à Martial ou des footballeurs de ce niveau-là, ça ne va pas être possible. C'est-à-dire ceux qui sont en équipe de France sont en équipe de France, ceux qui sont en équipe de la Guadeloupe sont en équipe de la Guadeloupe. Il y a ce qu'on appelle, alors là aussi c'est un problème juridique mais qui est réglé, c'est-à-dire on applique les statuts, les règlements de la nationalité sportive. Oui. C'est-à-dire que la nationalité sportive peut être différente de la nationalité tout court politique et donc il y a des règles de la nationalité sportive. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est la nationalité sportive? Alors par exemple, un footballeur qui est né en Guadeloupe, il est de quelle nationalité sportive? Un footballeur qui est né en Guadeloupe et de la nationalité sportive guadeloupéenne. Un Haïtien qui est né en Guadeloupe. Oui. Et de la nationalité sportive guadeloupéenne. Un Guadeloupéen qui est né là-bas. Un Haïtien qui vit en Guadeloupe depuis 5 ans, 10 ans peut aspirer à jouer pour la sélection de la Guadeloupe. Oui. Un Argentin pareil. Un Argentin plus de 5 ans, plus de 10 ans, de façon continue, peut. Oui, voilà, c'est-à-dire, lorsque vous regardez l'équipe d'Allemagne championne du monde, voilà, ils ont appliqué. Il y a des doubles nationalités, il y a deuxième génération de Turcs, etc. Donc de plus en plus. Et c'est ce qu'on appelle la nationalité sportive, c'est-à-dire à un certain moment, vous faites le choix en fonction de vos parents, de même vos grands-parents pour la FIFA. Donc, alors, les Guadeloupéens qui sont nés là-bas, qui sont nés en France, ils sont quoi? De quelle nationalité sportive? Alors, les Guadeloupéens qui sont nés en France sont de nationalité sportive, sont de double nationalité sportive, c'est-à-dire ils sont français, mais s'ils prouvent que leurs parents ou leurs grands-parents sont guadeloupéens, ils peuvent jouer avec la sélection de la Guadeloupe. D'accord. Et donc vous allez faire appliquer... donc l'équipe de France a ses 9-3, nous aussi on peut avoir nos 9-3. D'accord. Question de Mandy peut-être? Oui, pour finir, les Jeux d'Amérique centrale de la Caraïbe 2018, comment ça se prépare? Alors ça se prépare à partir, depuis samedi, le Cross de la Guadeloupe, nous avons réuni l'ensemble des ligues et comités en séminaire pour donner le top départ parce que nous avons reçu le manuel de qualification et suite à notre acceptation définitive depuis le 28 juin de cette année, disant qu'effectivement nous avons plus de 10 ligues et comités qui sont membres de leur confédération à ce jour. Donc c'était la condition à réunir pour pouvoir prendre le départ donc, des qualifications pour les Jeux de 2018 d'Amérique centrale et de la Caraïbe. Donc maintenant que chaque ligue et comité a reçu ce manuel de qualification, ce que j'ai demandé aux ligues et comités premièrement, c'est d'inscrire dans leur agenda ce rendez-vous de 2018 et à compte à rebours de tout faire pour motiver les sportifs et les cadres techniques et leur calendrier de compétition en fonction aussi de ces nouvelles compétitions internationales. J'ai essayé de les rassurer parce que la question qui vient souvent, oui, mais ça coûte cher les déplacements. Je dis, là aussi, je pense que les pouvoirs publics font suivre, parce que c'est quand même la Guadeloupe, c'est l'image de la Guadeloupe que nous allons représenter. Donc, vous pensez ou... Non, je pense que nous avons en Guadeloupe les moyens de faire en sorte. Vous savez, les élus politiques en Guadeloupe, notamment ceux qui vont dans les aéroports accueillir les champions, je pense qu'ils sont aussi soucieux de permettre à ces champions de voyager pour amener ces médailles. Donc à ce niveau-là, je pense que les élus vont suivre. Nous avons actuellement en plus des sportifs en poste de responsabilité, quelle que soit la collectivité, les collectivités majeures, dans les deux collectivités majeures. Donc je pense que le message va passer. Donc pour l'instant, préparons-nous. Et deuxièmement, pour les pouvoirs publics, par contre, mettons en place les infrastructures et notamment, ça sera mon cheval de bataille, faire en sorte que le CREPS de la Guadeloupe puisse permettre à toutes nos sélections, à tous nos sportifs de pouvoir s'entraîner en priorité et même d'accueillir d'autres sélections de d'autres pays avec terrain synthétique rénové, terrain en gazon rénové, piscine rénovée, hall rénové, piste d'athlétisme rénovée. Donc, d'où viendront les moyens ?
Les moyens viendront de la région, de l'État, des confédérations, à nous de mettre en place ce plan stratégique et à nous de mettre en place... Les dossiers sont prêts? Non, je pense qu'on va essayer de voir quelles sont les priorités parce qu'il y a beaucoup à faire, notamment le rôle des sports de Basse-Terre. Oui. Il va y avoir aussi le stade Félix-Éboué à Basse-Terre. Oui, il va être fait le stade Félix-Éboué? Réellement? C'est obligatoire pour moi, c'est une des priorités pour une prochaine mandature à la Ligue guadeloupéenne de football parce que l'idée c'est de permettre aux jeunes Bastériens d'avoir aussi cette possibilité de préformation, ceux qui sont dans les collèges et les lycées à Basse-Terre. Donc nous aurions 2 pôles. À l'île de la Réunion, ils en ont 4 ou 6 pôles parce que c'est plus grand, mais nous aurions 2 pôles autour du CREPS avec Collège Carnot et le lycée Bainbridge, etc. Mais également aussi autour du stade Félix-Éboué, Gerville-Riage, tout ça pour équilibrer un peu et avoir davantage de haut niveau en Guadeloupe. Votre équipe est déjà prête pour l'élection à la présidence? Non, il n'y a pas encore fixé. Vous savez, comme je vous l'ai dit, pour l'instant, c'est l'ensemble. Non, contrairement aux autres, moi, je ne fais pas de consultation, je ne fais pas de tractation, je n'ai pas de groupe d'amis qui me poussent ou pas. J'ai envoyé une lettre à l'ensemble des ligues et comités à charge pour eux de me retourner par mail ou par téléphone leurs idées, ensuite de travailler sur un projet. Et ensuite, comme je l'ai dit, il y aura de la place pour tout le monde dans une équipe de 18 pour le comité directeur, mais également aussi de nouveaux talents, de jeunes talents, des compétences dans les différentes commissions, des chargés de mission, des chargés de mission, des délégués. Par exemple, il faut que quelqu'un d'expérimenté puisse suivre le dossier sur la professionnalisation d'un championnat de la Caraïbe. Il faut qu'il y ait davantage de personnes qui travaillent avec des missions bien précises à mener à bien. 2 petits mots avant de terminer sur la politique sportive de Pointe-à-Pitre, la ville de Pointe-à-Pitre. La politique sportive. Oui. C'est une question piège, ça. Non, pas piège, c'est une question comme tout autre. Est-ce que vous êtes satisfait telle qu'elle est définie par le maire, parce que dernièrement on a voté le budget et à la question des moyens financiers pour les clubs, effectivement le maire nous avait répondu que ce n'est pas que cela la politique sportive, il y a aussi tout ce qui est de l'accompagnement et des infrastructures. Moi, comme je vous l'ai dit, tout à l'heure on parlait des infrastructures, je dis qu'à chaque mairie d'avoir cette ambition de porter ces clubs. Donc, je pense que nous devons redéfinir la politique sportive de Pointe-à-Pitre dans plusieurs sens. La première priorité, c'est d'achever toutes les infrastructures qui ont été promises, ça fait tant d'années, aux sportifs Point 3, c'est-à-dire nous n'avons toujours pas achevé le stade de Pierre Antonius, nous n'avons pas encore livré la salle d'escrime qui se trouve à côté du hall Paul Chanchon, alors que voilà, Pointe-à-Pitre célèbre les escrimeurs Point 3, donc à risque pour nous de ne pas avoir de rentrée pour l'escrime, mais il nous faut accélérer toutes ces choses-là avec la recherche de financement. Dans une ville qui a des difficultés financières. Il y a le problème du terrain de la CD, ce n'est pas tout, comme je l'ai dit à la municipalité, ce n'est pas tout d'inscrire dans les budgets, il faut concrétiser les projets et ensuite il y a le problème du financement d'accompagnement au club. Je le dis franchement, par rapport à des mairies qui donnent 30 000, 50 000 euros, on ne peut pas continuer si on a une ambition pour nos clubs à donner 2 ou 3 000 euros à un club de foot. Non, je pense qu'on peut trouver les moyens en réduisant sous certains frais de fonctionnement et en ayant des objectifs de politique sportive, une vraie politique sportive définie avec les clubs et pareil aussi peut-être regrouper les clubs parce que là aussi, c'est la réflexion. Si on a eu 4 clubs ou 5 clubs de basket lorsqu'on avait 26 000 à 30 000 habitants, aujourd'hui nous avons 15 000, 16 000 habitants. Donc là aussi, il y a une réflexion à mener, mais il faut le faire en concertation avec les clubs sportifs, avec les experts, et aussi afficher dans le budget les moyens pour cette politique sportive, parce que tout est lié entre politique sportive, politique contre l'insécurité, politique contre les incivilités. Voilà. Merci Alain Sourès d'être venu. Il est quelle heure déjà, Mendy? Eh bien ça y est, il va être 13h dans 2 minutes. Donc nous sommes en direct sur Canal 10 et n'oublions pas que nous sommes en direct également sur RHT Guadeloupe 89.8. Voilà, ça va être l'heure de la pub et on se retrouve tout à l'heure pour la suite du journal. Tout à fait. Voilà, il est exactement 13h04 dans ce ZCL de ce lundi 12 septembre. Hier, c'était le 11 septembre, on l'a commémoré aux États-Unis. On va tout de suite aller vers les titres de l'info avec Mandy. Merci. Et nous vous le disions, l'UTC-UGTG a appelé l'ensemble des travailleurs de la commune de Sainte-Rose, du CCAS et de la Régie des eaux et de la Caisse des écoles à observer un mouvement de grève.
Et enfin, bonne nouvelle, la bretelle de l'Oricis qui est désormais opérationnelle. Monsieur Harry Chalus et Monsieur Jacques Mangou étaient sur place ce samedi 10 juillet pour sa réouverture. Et enfin, Jean-Paul Élissé est de retour en Guadeloupe. Ce vice-champion d'escrime par équipe a été accueilli par sa famille ainsi que d'autres fans ce vendredi à l'aéroport Paul Caraïbe. Voilà, ZCL sur Canal 10 et RHT, on reçoit Mathieu Dussange, conservateur du musée Chelcher, puisque nous allons vivre les journées européennes du patrimoine organisées par le conseil départemental. Alors, quelle va être un petit peu la thématique principale cette année? Alors tous les ans, on essaye de coller avec une thématique qui est nationale, qui est même européenne, puisque ces journées sont européennes. Cette année, le thème, c'est patrimoine et citoyenneté. Et donc le département, qui comme vous le savez est propriétaire de nombreux sites patrimoniaux, de musées, de forts dans le département, a souhaité donc associer fortement les citoyens à cette démarche et à cette thématique en proposant de décerner un label du territoire le plus responsable en termes de patrimoine et de citoyenneté. Alors c'est un petit gadget si l'on veut bien, mais l'idée c'est vraiment d'associer les visiteurs des sites qui sont tous les ans nombreux, en leur faisant prendre conscience de ce qu'est un patrimoine et de la fragilité de ce patrimoine et du fait de la responsabilité que nous avons tous à l'entretenir, à faire en sorte au moins qu'il ne se dégrade pas, de manière à pouvoir le transmettre aux générations futures. Donc chaque visiteur en fait des sites qui seront ouverts pour les journées du patrimoine et qui appartiennent au conseil départemental seront donc invités à signer, à s'engager en signant une charte du bon citoyen responsable de son patrimoine, dans lequel on va trouver des articles concernant effectivement donc l'état que l'on va respecter donc du site que l'on va visiter, mais aussi un engagement sur l'approfondissement que l'on va pouvoir faire de la connaissance de ce site, la transmission que l'on s'engage à faire auprès des autres citoyens, les inciter à venir, enfin devenir un véritable ambassadeur du patrimoine pour la Guadeloupe. Alors globalement, avant de décliner un peu les trois secteurs qui vont être... Quel est l'état du patrimoine justement guadeloupéen aujourd'hui? Alors moi je dirais que c'est un patrimoine fragile. C'est un patrimoine fragile. Alors le conseil départemental depuis de nombreuses années est engagé de manière très volontaire dans le maintien de ce patrimoine le plus en danger, le plus à préserver. Je dirais que c'est par exemple les sites sensibles comme les forts, le fort d'Elgrès, le fort Napoléon, le fort Fleur d'Épée, qui sont des sites sensibles parce qu'ils nécessitent un entretien régulier des murailles notamment. Ils sont très visités. Oui. C'est aussi un engagement du département dans les travaux qui sont réalisés dans les musées, de manière à ce que ces musées puissent accueillir plus de visiteurs, mais aussi dans de meilleures conditions, en offrant aussi des services supplémentaires. Donc ça, ce sont des gros investissements. Donc je dirais qu'il y a une démarche positive, globale, qui est lancée depuis plusieurs années. Mais évidemment, les choses ne peuvent pas se faire en quelques semaines. Ça nécessite beaucoup de fonds. Vous savez que le département aussi est engagé dans un certain nombre de dépenses dans le secteur social notamment. Donc les choses se font, il y a une véritable volonté, et je crois qui dépasse complètement les clivages politiques et les différentes élections, les alternances qu'il y a pu y avoir. Il y a vraiment une volonté de préserver et de faire connaître ce patrimoine, mais encore une fois, il y a des disparités territoriales, il y a encore des sites qui nécessitent aujourd'hui de véritables projets de développement et d'entretien. Est-ce que la direction des musées de France est à l'écoute de ce genre de problématiques? Alors pour ce qui concerne les musées, bien entendu, puisque les trois musées qui appartiennent au conseil départemental sont ce qu'on appelle des musées de France, c'est-à-dire qu'ils sont reconnus par une sorte de label de qualité par le ministère de la Culture, et à ce titre bénéficient de l'accompagnement du ministère, c'est-à-dire des conseils, mais aussi donc du financement donc sur des opérations de restauration par exemple, d'acquisition, de développement, ou par exemple pour le musée Schœlcher en ce moment, le projet d'extension du musée est accompagné financièrement, bien sûr, par l'État à travers le ministère de la Culture. Alors on va venir aux secteurs qui sont proposés cette année pour ces journées. Alors on commence par le sud. Alors le sud Basse-Terre, alors on peut même plus au sud, si l'on veut bien, on peut commencer par Marais-Galante. Marais-Galante, oui. Donc les activités se déclineront autour, bien sûr, de l'écomusée. Alors l'écomusée de Marais-Galante, je rappelle, c'est un concept en fait qui réunit plusieurs sites. Bien sûr, l'habitation Murat, que tout le monde connaît, qui est la tête de pont de cet écomusée, mais on y trouve aussi l'habitation
station Roussel-Trianon. Donc sur ces 2 sites, il y aura des activités, des visites guidées. On va aussi pratiquer des jeux d'antan, donc essayer de montrer, de faire revivre, et c'est le but d'un écomusée, de faire revivre tout ce qui fait la spécificité de l'histoire, des traditions et de la culture marie-galantaise. Alors sur ce territoire, il y aura aussi une opération liée à la route de l'esclave, qui est cet itinéraire inauguré par le département en 2010 et qui a fait l'objet ensuite d'un développement d'une signalétique. Donc aujourd'hui, je pense que tout le monde a au moins vu déjà au moins une fois un panneau indiquant un des sites de la route de l'esclave. Sur ces 18 sites, en fait, on trouve des panneaux qui permettent de donner des informations sur ces sites liés à l'histoire de l'esclavage. On en trouve bien sûr à Marie-Galante, et donc il y aura des accompagnements de scolaires notamment sur certains de ces sites, les sites de l'écomusée, mais aussi les sites des indigoteries de Marie-Galante qui se trouvent sur la côte est et qui sont, pour ceux qui ne connaissent pas, une découverte, une balade en plus qui est très agréable et vraiment une découverte d'un patrimoine qui est encore trop méconnu. D'accord. Alors l'autre sud, le sud de Basse-Terre. Le sud Basse-Terre. Alors le sud Basse-Terre autour de sites emblématiques du conseil départemental, le parc des Roches-Gravées d'ailleurs, d'abord. Juste oui. Le parc des Roches-Gravées, il n'est pas un peu en mauvais état en ce moment, fragilisé? Alors le parc des Roches-Gravées est de toute façon fragilisé effectivement parce que ces inscriptions rupestres que l'on connaît, oui, qui ont fait vraiment la célébrité de ce parc et qui font la renommée de la Guadeloupe par rapport à la Caraïbe et même tout à fait, l'échelle de la Caraïbe, sont de toute façon des patrimoines en danger, en puissance, je dirais, oui, malheureusement. C'est-à-dire que l'érosion, le temps, les intempéries font le travail, oui, un travail de sape, et qu'on a du mal à contrer de manière respectueuse pour réussir à respecter effectivement et conserver ces pétroglyphes. Sinon, il y a un projet d'aménagement global autour de ce parc, de manière à redonner tout l'élan qu'il y avait au début, c'est-à-dire la visite notamment de la partie haute de ce site, oui, qui a été fermé depuis quelques années pour des raisons de sécurité. Donc là aussi, il y a un projet qui est engagé, et tous les ans, le conseil départemental réalise des travaux de façon à ce qu'il puisse rouvrir dans une échéance la plus brève possible, dans son ensemble, avec toutes les espèces aussi arboricoles que l'on connaît. D'autant plus qu'il y a encore des roches gravées dans le sol, enfin je veux dire, des découvreurs, des inventeurs, on trouve encore tout à fait. Des choses. Alors, autre aspect dans le sud, l'habitation Roussel. Alors, l'habitation Beau Soleil. Le jardin botanique d'abord. Ah oui, le jardin botanique, donc qui depuis quelques années a fait l'objet là aussi d'un projet très très important, donc qui permet aujourd'hui de découvrir un peu mieux la biodiversité de la Guadeloupe avec un parcours ludique. Qui est très agréable. L'habitation Beau Soleil, qui se trouve à Saint-Claude, une ancienne habitation sucrerie, qui est devenue depuis 2 ans le siège de la direction des affaires culturelles du département, mais aussi qui accueille le Fonds d'art contemporain depuis un peu moins d'1 an maintenant, le Fonds d'art contemporain du conseil départemental. Et donc ce site peut se visiter de différentes manières. Il y a aussi un parc qui est absolument merveilleux, extrêmement bien entretenu, avec des espèces très, très variées. Il y a l'aspect historique avec donc cette ancienne habitation sucrerie et des vestiges qui ont été restaurés dans le cadre d'un chantier d'insertion il y a déjà plusieurs années. Et puis encore une fois, ce fonds d'art contemporain qui vient d'ouvrir et qui est une véritable richesse et quelque chose de totalement inédit sur le territoire. Tout à fait. Alors, bien sûr, le fort d'Elgrès, c'est incontournable. Le fort Napoléon n'est pas inclus dans les visites? Alors, le fort Napoléon ne fait pas partie de ces visites-là, mais bien sûr, il sera visitable pendant les journées du patrimoine. Mais on a voulu cerner en fait un certain nombre de sites qui permettent, si vous voulez, par leur concentration, d'avoir des territoires, 3 territoires principaux. Donc sur le fort d'Elgrès, bien sûr, un incontournable de ces journées du patrimoine, on va pouvoir, il y a plusieurs actions qui sont prévues sur les 3 journées des journées du patrimoine, mais je retiendrai peut-être celle-ci, qui est de visiter. On invite les gens à venir avec leur lampe torche le samedi soir pour venir visiter le fort en nocturne. Oui. Et donc découvrir ou redécouvrir avec Fayot qui nous guidera à travers des contes sur ce parcours très particulier. C'est un fort très, très escarpé avec des petits chemins, etc. Donc je pense que ça peut être une manière, encore une fois, de découvrir le patrimoine autrement et donc peut-être ensuite d'avoir la démarche de voir le patrimoine autrement, d'avoir la curiosité d'aller à la rencontre de ce patrimoine. Oui, moi j'aimerais savoir, c'est vrai que c'est un événement qui est annuel, mais est-ce que vous
comment vous trouvez le public guadeloupéen concernant son patrimoine? Est-ce que vous le trouvez assez concerné et impliqué dans ce type de journée? Alors c'est une bonne question, c'est difficile, je serais un peu prétentieux de dire que je sais ce que pensent les Guadeloupéens de leur patrimoine et comment ils se comportent, mais en voyant depuis quelques années comment ils peuvent fréquenter les musées par exemple, je me rends compte qu'il y a un véritable intérêt pour le patrimoine, ça c'est certain, il y a un véritable intérêt pour le patrimoine, la nécessité pour les institutions vraiment d'organiser des événements qui peuvent correspondre aux attentes du public, je crois que ça c'est vraiment quelque chose de très important. C'est vrai que et c'est vrai partout d'ailleurs sur le territoire de la France hexagonale, c'est la même chose. Le patrimoine n'est jamais quelque chose de totalement évident. La culture d'une manière générale n'est pas quelque chose de totalement évident, surtout si on n'a pas été éduqué très jeune dans cet esprit-là. Et l'une des démarches principales du conseil départemental, c'est justement de travailler beaucoup avec les scolaires, beaucoup avec les enfants hors temps scolaire aussi, de manière à ce que très rapidement ce réflexe culturel, ce réflexe patrimonial devienne une habitude, une bonne habitude, et que ça rentre complètement dans leur manière d'être citoyen. Et ça rejoint justement notre thématique. Alors je tourne un petit peu autour du pot peut-être, mais la réponse c'est oui, je pense que si on sait proposer les activités qui répondent aux attentes des Guadeloupéens, ils sont très concernés par le patrimoine. Après, qu'est-ce que l'on met derrière l'étiquette patrimoine? Voilà, c'est vrai que il y a beaucoup de réflexions là-dessus, beaucoup de discussions. Moi, je pense qu'il faut une vision la plus large et la plus globalisante possible. Il y a des patrimoines, si l'on veut bien, mais je crois que l'intérêt, c'est de s'intéresser finalement à ce que nos ancêtres, quels qu'ils soient, ont pu laisser comme traces, que ce soit des traces visibles, qu'elles soient moins visibles, qu'elles soient chantées, qu'elles soient dansées, qu'elles soient en pierre, qu'elles soient en bois. Tout ça, ça fait patrimoine. Et finalement, la question n'est pas de savoir si on doit tout préserver. La question est de savoir si on veut avoir vraiment conscience de l'endroit où l'on vit, parce que je crois que le patrimoine, c'est vraiment quelque chose qui participe de la conscience d'appartenir à un territoire, et si on a envie de le transmettre aux générations futures, ou si on a envie de se faire avaler par quelque chose, une culture beaucoup plus globale, beaucoup plus mondialisée, qui gomme les diversités et les petites aspérités qui nous restent encore, c'est-à-dire ces sites que l'on doit préserver. Donc moi je crois qu'il y a une vraie conscience patrimoniale en Guadeloupe, qu'elle se renforce chaque année au biais de ces opérations. Les journées du patrimoine ne font pas tout, mais ça jette un éclairage quand même très large pendant 2 jours sur le patrimoine dans toute sa diversité. C'est une centaine de sites qui seront ouverts par exemple pendant ces 2 jours, avec la gratuité la plupart du temps, et donc qui encore une fois incitent vraiment et engage les gens à préserver ce patrimoine et à le faire connaître. Alors le conseil travaille sur le patrimoine matériel, mais le patrimoine immatériel. Immatériel aussi. Je prends par exemple l'exemple de la médiathèque Caraïbe, la MECA, donc à Basse-Terre, qui travaille depuis de très nombreuses années sur la collecte de ce patrimoine immatériel. Marie-Lynn Daoumé, qu'on a reçu ici, Marie-Lynn Daoumé connaît ce sujet-là très bien. Aux archives départementales aussi, il y a des collectes qui se font sur le patrimoine immatériel, des enregistrements. Alors c'est vrai que ce ne sont pas des choses qui sont très faciles d'accès ensuite par le public, parce que ça nécessite un traitement, ça nécessite un reformatage. Mais la médiathèque Caraïbe fait quand même un travail de proximité avec la population qui, à travers notamment son nouvel espace d'écoute et de projection qui se trouve au sous-sol de la MECA. Si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y, c'est vraiment un endroit vraiment formidable, et on peut découvrir justement pratiquement en temps réel tout ce travail de collecte qui est fait encore une fois pour être préservé. Mathieu, avant de se quitter, il faudrait quand même dire un petit mot sur le Nord Grande Terre et ce qui peut être vu dans cette région-là. Voilà, alors le Nord Grande Terre, autour principalement donc du musée de Gare-Claire, donc qui est un de ces 3 musées de France du département, axé sur l'archéologie amérindienne. Donc on va pouvoir participer à des ateliers autour de la culture amérindienne. Je vous invite aussi à venir découvrir un site qui est beaucoup moins connu, qui est le site de l'habitation Lamahaudière, que j'aurai le plaisir de faire visiter le dimanche. C'est un site pour moi exceptionnel. C'est un site d'habitation, vous allez me dire des habitations il y en a partout, mais celui-ci est exceptionnel parce que, outre les vestiges qui y sont conservés, il y a tout un paysage. Et ce paysage, il n'a pratiquement pas
pas évolué depuis le 19e siècle. On est encore dans un environnement largement planté en canne. On peut se rendre compte de ce qu'était le microcosme d'une habitation sucrerie, d'une plantation. On sait où se trouvait la maison de maître, les cases d'esclaves, l'outil de production. Donc je crois que c'est une immersion, parce que c'est aussi ça, visiter le patrimoine. On peut lire des livres et regarder des images, regarder Internet, mais se rendre sur les sites, se confronter avec les vestiges, avec une histoire qui nous est racontée au fur et à mesure. Je crois que c'est une expérience qui est tout à fait intéressante. Et j'aurai en plus le plaisir de le faire avec des BTS, des élèves de BTS tourisme du lycée du Gosier, parce que voilà, il faut mettre le pied à l'étrier à ces jeunes qui demain seront ceux qui feront découvrir ce patrimoine aux touristes guadeloupéens et venant de l'extérieur. Voilà, 13h20 en journée européenne du patrimoine. Alors le top départ aussi le 16, dans 4 jours. Oui, tout à fait. Alors le 16, c'est une journée particulière parce que c'est une journée qui est dédiée au public scolaire. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se faire avec les scolaires ces jours-là. Et 17-18, c'est pour tous les publics. Alors plus d'informations sur le site du conseil ? Sur le site du conseil départemental, donc www.cg971.fr. Voilà, tout est dit. On continue avec Mandy, la vision. Et la disparition inquiétante de Wilfried Louis Régis, âgé de 45 ans, depuis dimanche matin dans le secteur Danse à la Gourde de Saint-François. Ce quinquagénaire originaire de Sainte-Anne est porté disparu alors qu'il participait au trail des châteaux. Les équipes de gendarmerie et de sapeurs-pompiers ratissent la zone dans sa globalité. Et nous commençons tout de suite avec le premier sujet, puisque ce matin, je vous le disais en titre, l'UTC-UGTG a lancé un mouvement de grève du personnel de la commune de Sainte-Rose. Exaspérés par l'immobilisme de Madame le maire, ils ont exigé l'ouverture des négociations et ont mis au grand jour leurs revendications. Une rencontre signée Charlie Dagonia. Le point que nous ici revendication, nous déjà c'est l'organisation générale, puisqu'effectivement depuis mon bagage événement pour nous une organisation par la qui a roulé encore si ancienne situation là, effectivement ici un nouveau projet et donc qui fait en compte pour l'ensemble des organisations. Ni projet là, ça est certainement bail en avis au CT. Nous concernons aussi l'harmonisation des quotas, parce qu'il y a ici des gens qui ont moins de 28 heures, mais il y a aussi des gens qui sont proches à la retraite et qui sont dans une situation précaire. Donc là aussi, il faut nous voir qui solution nous avons trouvé. Nous aussi concernant le régime indemnitaire, puisque le régime indemnitaire aussi, il y a une revalorisation qui est faite, mais un peu tout partout, il fait à la tête du client. Et donc là aussi, nous avons posé question à ça, et pour faire un véritable tableau pour l'ensemble des grades, en tout cas les catégories A, B et C, tout le monde bénéficie du régime là conformément à la loi. Et aussi, nous avons le ticket restaurant qui est là aussi, nous avons demandé application à 22 tickets à 8 €, puisque nous demandons qu'à dire 10, 15, enfin nous besoin poser un véritable problème pour nous savoir, comme toujours dit en toute Guadeloupe, c'est au moins 20 tickets à 8 € pour l'ensemble des travailleurs. Et nous avons aussi la NBI, c'est une nouvelle bonification indiciaire, des agents qui ont bénéficié, des agents qui étaient numérotés, donc nous avons une série de travail pour nous faire ici dans son chantier. Nous commençons bon matin là depuis à 9h et on a pensé qu'il nous continuer. Nous avons créé une situation de dialogue ensemble, donc on a pensé que jusqu'à maintenant pas de blocage, mais d'un côté comme de l'autre, nous avons des efforts qui fait certainement pour nous arriver à un protocole entre les parties. Eh bien, pour l'instant, les négociations avec le GTG se passent très bien. Nous avançons et cela se passe dans une bonne ambiance. Voilà, dans les règles des documents qui sont présentés, des documents juridiques, et cela se passe très bien pour l'instant. Il est 13h23 sur Canal 10 et RHT Guadeloupe 89.8. On se retrouve tout de suite après une courte page de pub. Voilà, il est 13h28 dans le ZCL et aussi sur RHT 89.8 FM. Si vous êtes à l'écoute à la télévision, ben, vous n'avez pas besoin de radio, mais si vous êtes dans votre voiture, vous êtes obligatoirement sur le RHT. Voilà, on va tout de suite reprendre les titres de l'actu avant de recevoir Sylvie Adélaïde qui va nous parler de son atelier Odyssée. Mais avant, on retourne à l'actualité. Et nous vous le disions ce matin, l'UTC-UGTG a appelé l'ensemble des travailleurs de la commune de Sainte-Rose, du CCAS et de la Régie des eaux et de la Caisse des écoles à observer un mouvement de grève.
Et enfin, la bretelle de l'Oricisque est désormais opérationnelle. Monsieur Harry Chalus et Monsieur Jacques Bongo étaient sur place ce samedi 10 juillet pour sa réouverture. Et enfin, Jean-Paul Élysée est de retour en Guadeloupe. Ce vice-président d'escrime par équipe a été accueilli par sa famille ce vendredi à l'aéroport Paul Caraïbe. Voilà, merci Mendy, qu'on retrouve tout à l'heure pour le développement de l'actualité. Là, on va recevoir une artiste, architecte, enfin urbaniste, mais aussi plutôt, on va parler de Odyssée, mais pas d'Ulysse. Pourquoi pas d'Ulysse, hein? Oui, alors Sylvie Adélaïde, bonjour, merci d'être là. Bonjour. Alors, chaque année, vous offrez à des jeunes la possibilité de venir se former à la peinture, c'est ça? Oui, Vous c'est êtes en ça. plastique. Oui, des jeunes et des moins jeunes, puisqu'on a des cours pour enfants. On reçoit également des ados et on a beaucoup d'adultes. Alors oui, il s'agit de, pour ceux qui n'ont jamais dessiné, d'être initiés aux différentes techniques, dessin, peinture. Ça commence à quel âge pour les jeunes? Pour les jeunes, on peut commencer dès 5 ans. Dès 5 ans. Dès 5 ans, Oui. oui, oui. Vous avez vu des artistes en graines comme ça pousser en 6 ans? Eh bien oui, beaucoup. J'ai des élèves qui ont commencé à voler de leurs propres ailes. Et puis surtout, en 2006, quand on a ouvert l'atelier, on a fait beaucoup d'expos en collectif d'artistes. D'accord. Et maintenant, ces artistes sont reconnus sur la place. Voilà. Mais vous-même, J'en vois avec plaisir. vous continuez à peindre? Oui, tant bien que mal, dès que j'ai un moment, parce Oui. que parfois ça prend comme une envie, disons qu'on ne peut pas gérer, quoi. Il faut Oui. absolument s'exprimer. Et donc j'arrive à me prendre quelques petits moments. J'ai des expositions en vue. La dernière était en juillet de l'année dernière. Et La prochaine sera en juillet de l'année prochaine. L'année prochaine, Voilà. bon, cette fois-ci, on pensera y être. Alors, comment ça se passe pour les enfants, enfin les gens qui veulent venir à Odyssée? Il faut s'inscrire, donner le mode d'emploi? Oui, alors le mieux, c'est d'envoyer un petit mail à l'adresse atelier.odyssée97@gmail.com et je renvoie toutes les informations par mail. Sinon, on peut m'appeler aussi. On appelle l'atelier 0690 53 70 30. Et sinon, vous pouvez venir de la part même de Canal 10 Oui. pour une séance d'essai. Oui. On va voir si ça. Alors, si je veux par ça exemple vous plaît. m'initier à la peinture figurative, je peux venir là comme Ah ça. oui, bien sûr, bien sûr. Je vous enseignerai les bases du dessin, donc comment reproduire un objet. Enfin, on met toutes les bases en place. Les bases, c'est quoi? C'est apprendre à regarder et placer la composition sur un support, regarder l'ombre, la lumière, voir comment tout ça s'organise. On utilise les différents médiums, donc crayon, fusain, sanguine. Donc tout ça, je vous initie, il n'y a aucun souci. Et ensuite, on attaque les techniques de la peinture, avec surtout de l'acrylique. L'huile, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, le cours se décline sur quoi? Sur une année pratiquement, une année scolaire, presque une année scolaire? Oui, c'est une année scolaire, c'est ça. Oui. On commence donc, le cours a ouvert la semaine dernière et on termine au mois de fin juin avec une exposition De travaux d'élèves. de travaux d'élèves. Oui. Je dois dire que chaque année, l'exposition est de plus en plus belle. Je ne sais pas pourquoi. Oui. Ça s'améliore. C'est pour ça Et que bon, ce sont pour mon les grand élèves qui plaisir. sont pas doués. Ben, moi, je dis que c'est les élèves qui sont doués. Les modestes, Il faudrait en leur plus. poser la question. Oui. Mendy, peut-être une question? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Alors, donc, Odyssée, c'est à Pointe-à-Pitre, il faut le dire, mais vous avez une deuxième activité, parce que vous avez tellement de casquettes, on ne sait même pas comment vous faites pour les porter, puisque vous avez entrepris avec quelques personnes du coin où vous êtes, Victor Hugo, Oui. je ne veux pas dire de relooker Pointe-à-Pitre un peu, c'est ça. Oui, c'est un petit peu ça, on peut dire ça comme ça. En fait, effectivement, l'association sert de QG et C'est Plus belle la vie, ça s'appelle. Hein. Voilà, c'est l'opération Plus belle la vie, qui consiste effectivement à intervenir sur notre quartier. Donc, on a un volet amélioration de l'habitat, où là, c'est on l'architecte repeint. qui parle là. Voilà, vous sentez un L'urbaniste. tout petit peu. L'urbaniste qui parle, oui, oui. Où là, on intervient sur les maisons, notamment les maisons habitées, quelques maisons quand même abandonnées, mais surtout les maisons habitées, parce qu'on travaille avec les propriétaires en fait. Hein.
Et voilà, l'idée, c'est de dire le quartier, même si c'est un quartier difficile, il faut le dire. Qui est devenu difficile. Qui est devenu difficile, parce que j'ai été élevée là et c'était un quartier très, tranquille, Victor Hugo. Bien sûr, même un petit peu huppé, enfin bon. Oui, c'est vrai. Ouais. Et on a vu ce quartier complètement changer de tête, quoi. Donc avec vraiment des difficultés à vivre dans le quartier. Avec tout le monde parle de la violence ces jours-ci, mais nous on est dedans depuis un moment, on la voit monter vraiment. Donc on a décidé de se prendre en main, voilà, un mouvement citoyen, de réfléchir sur la vie du quartier. Donc ça passe par l'amélioration de ces bâtiments, mais ça passe aussi par diverses animations, divers projets. On réfléchit sur la sécurité, on réfléchit sur les animations en lien avec la tradition. Comment ça se fait? Un week-end ou à l'occasion de journées particulières, par exemple journée du patrimoine? Je ne sais pas comment vous faites ça. Mais on a notre réunion mardi, demain. Et c'est quand même bien organisé. Là, on se rencontre donc en réunion préparatoire tous les mardis soirs. Et on intervient sur le chantier un dimanche sur deux. Un dimanche sur deux. La première année, c'était tous les dimanches, tous les jours fériés. Mais bon, là, pour tenir la distance, on a un petit peu. Alors, je vais vous poser une question un peu délicate, mais je dois la poser quand même. Vous avez dit que c'est un quartier difficile. Alors, quand je suis venu, je suis passé dans ce quartier l'autre jour, quartier que je connaissais bien aussi d'ailleurs, parce que j'y ai habité dans le temps. Et il y a une population, il faut le dire, de dominicaines. Et là, est-ce que ces gens-là s'intègrent à ce genre de dispositif, à ce que vous faites? Comment vous faites avec eux ou avec elles? Alors, je dois dire que depuis qu'on a commencé, la cohabitation s'installe. D'accord. Elles ne participent pas forcément, mais elles comprennent l'action qui est menée. C'est comme si, comment dire, il y avait une espèce de respect qui s'installait, parce que c'est vrai que on avait tendance un peu à s'enfermer dans nos maisons, à se surprotéger. Donc même les maisons habitées, on avait l'impression de l'extérieur qu'elles étaient vides. D'accord. Alors que c'est une population qui a l'habitude de vivre à l'extérieur. Donc vous voyez ce que ça peut donner. En fait, les difficultés viennent du fait qu'on n'ait pas le même fonctionnement, qu'on n'ait pas les mêmes modes de vie. Tout à fait. Donc après, quand chacun prend conscience de l'autre, il y a moyen de faire ensemble. Il y a donc à la fin de l'année dernière, on a fait une fête donc pour Noël, un chanté Noël, la nuit des lanternes, et elles étaient là avec leurs enfants. Elles ont participé aux animations. Alors c'était intéressant parce qu'il y a des gens qui venaient de Saint-François. Non. Pas spécialement. Elles ont, elles ont chanté. Je pense que, mais elles parlent créole très bien. Parfois, elles ne parlent pas français, mais elles parlent créole très bien. Elles s'intègrent facilement dans le paysage, apparemment. En tout cas, il y a une chasse au trésor. Elles étaient toutes là avec les enfants, donc il y a moyen. Donc ça a amoindri un petit peu les tensions. Oui, c'est pas grand-chose. Hein. C'est les personnes qui passent, qui vous disent à peine bonjour, qui vous bousculent, et puis ça devient autre chose. C'est bonjour madame, voilà, un petit sourire. Et puis, nous, ce qu'on veut, c'est vivre bien là où on est. On ne veut pas nous mettre dehors, on ne veut pas nous pousser, mais de même que les personnes qui viennent et qui respectent le voisinage sont les bienvenues. Alors, Sylvia, une dernière chose. Dans ce dispositif de type Plus belle la rue, que fait le maire? Le maire est venu peindre avec nous. Ah, quand même? Oui. Avec son équipe municipale. D'accord. Une fois, symboliquement. Ah, écoutez, vous lui demanderez. En tout cas, il nous soutient. On aurait, je ne vous le cache pas, aimé avoir un peu plus de soutien, notamment sur le projet de jardin partagé, parce qu'il y a un des volets de nos actions qui concerne l'aménagement des parcelles laissées à l'abandon. Et là, on a vraiment du mal à trouver une parcelle, voilà, quelqu'un qui nous ferait confiance pour qu'on puisse utiliser la parcelle le temps. Pour l'animation. Pour l'animation, on pourrait l'entretenir aussi. L'idée, c'est de installer un jardin vivrier ou bien voilà, de plaisance qu'on puisse profiter. Ce Plus belle la rue, ça concerne Victor Hugo. Dugommier, Alexandre Isaac, ça va pas jusqu'au monde de l'hôpital, Gilbert de Chambertrand. Oui. Mais en fait, écoutez, là, on a pu intervenir sur à peu près une trentaine de maisons. Quand même. En sachant que ce qui est intéressant, c'est que les propriétaires autour
de nos maisons, enfin des maisons sur lesquelles on intervient, améliorent aussi leur bâtiment. Donc là, en tout, il doit y avoir, depuis Pibelle-la-Rue, une soixantaine de maisons qui a été repeinte et remise en état. Ça vaut un petit reportage de Canal 10, on y pensera la prochaine fois. On vous attend. Oui, on viendra, je vous promets. Alors, très rapidement, l'atelier.odyssée.fr, c'est ça? Oui. Pour l'inscription et le téléphone 0690 53 70 30. Si vous voulez que vos enfants, vous-même, vous voulez vous lancer dans l'art plastique et la peinture, vous avez le professeur qu'il faut. Elle s'appelle Sylvie Adelaide. Merci d'être venue. Merci à vous. Il est 13h39. On continue avec Mendy. Et oui, nous vous le disions, ce samedi 10 septembre 2016 à 10h, le président de la région, Harry Chalus, a procédé à la réouverture de la bretelle de sortie de la rocade de l'Oricisque. Tout cela en présence du maire de Pointe-à-Pitre, M. Jacques Bangou. Les travaux ayant débuté le 18 juillet dernier se sont enfin achevés. La circulation est désormais autorisée aux véhicules légers. Un reportage de Michel Terrasse. Est-ce que vous savez que vous tâtez vraiment? Non, pas du tout, je ne savais pas. Et ça va pas plaisir? Oui, ça va pas plaisir tout moi même au lieu de faire tout là. Bon, ouais, longtemps pour faire ça même. Je suis simplement passé par là parce que je devais me rentrer sur Pointe-à-Pitre. Je me suis dit que ce serait plus fit par là. Nous avons remis en service cette bretelle qui avait été fermée pour beaucoup de raisons, notamment des problèmes de submersion. Donc on a fait des travaux, on a fait beaucoup d'études autour de cet espace-là pour permettre de mettre en place provisoirement cette réouverture puisqu'il va y avoir d'autres choses qui suivront. Aujourd'hui, le parti que nous avons pris, c'est de l'ouvrir aux véhicules légers, donc la signalisation est en place. Les camions, les bus doivent continuer à faire l'ancien itinéraire, c'est-à-dire par le secteur de Grand Camp. Mais ça, normalement, ça doit décharger les autres entrées de Pointe-à-Pitre d'un trafic de l'ordre de 10 000 véhicules jour. Donc c'est quelque chose qui, en termes de fonctionnement routier, va améliorer la fluidité du trafic routier au niveau de ce secteur qui est extrêmement contraint. Je suis très heureux pour tous les Pointois, pour tous les Guadeloupéens, pour tous ceux qui entrent en ville et qui ont besoin d'accéder à la fois sur le quartier de l'Oricisque, mais également sur le centre-ville. C'est un soulagement pour tous les commerçants, c'est une fluidité pour l'ensemble des Guadeloupéens qui fréquentent la rocade et qui traversent le pont de la Gabarre, parce que c'est 20 000 voitures qui vont être dégagées et qui vont permettre justement de soulager la circulation en amont de cette bretelle sur la sortie de Jarry et sur le pont de la Gabarre. On vient d'ouvrir il n'y a pas 5 minutes le nombre de voitures qui l'ont pointé déjà, donc c'est pour moi une réussite déjà des travaux réalisés par la région route de Guadeloupe. Aujourd'hui il y a une glissière, il y a 3 passages pour permettre à l'eau de circuler, et en plus nous avons mis je crois que c'est 9 bus. Nous avons eu quand même un essai avec les intempéries de la dernière semaine où l'eau n'est pas passée sur le pont. Donc nous sommes vraiment satisfaits. Pour Pointe-à-Pitre, regardez un peu derrière vous le nombre de voitures qui passent toujours. Donc c'est une satisfaction pour moi. Je tiens à féliciter tous ceux qui ont travaillé pour cette réalisation. Et d'ici la semaine prochaine, nous allons attaquer la bretelle de Chauvel qui va coûter dans les 300 000 € et ensuite le giratoire de la Jaille pour encore continuer à fluidifier un peu les routes de la Guadeloupe. Le conseil d'administration de la CGSS Henri Berthelot et le directeur général Henri Yacou ont donné une conférence de presse vendredi dernier à la CASA pour présenter le rapport d'activité 2015. Mais il était aussi question d'un bilan sur les comptes financiers et également question de nouvelles perspectives pour l'année 2016. Un reportage de Michel Héraclide. Le général est en meilleure santé, c'est-à-dire qu'on a progressé dans toutes les directions de la caisse. Vous savez, notre organisme a une procédure qui s'appelle, comme toute grande entreprise, la validation des comptes. C'est les auditeurs des caisses nationales qui viennent voir comment nous avons travaillé et qui nous donnent, sur nos 4 gestions, nous avons eu 3 bonnes notes et une 4e note qui n'est pas bonne, mais qui a progressé par rapport à l'an passé. On a progressé dans nos délais de paiement. Sur les IJ, AT, maladie, on était très 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 mauvais. On s'est amélioré, mais c'est toujours pas bon. Et l'objectif, c'est qu'on arrive à payer les IJ dans les 30 jours et on souhaite que les entreprises nous accompagnent pour les attestations de salaire avec les nouveaux outils informatiques que nous avons mis en service pour injecter, comme nous disons dans notre jargon interne, les attestations de salaire dans notre système d'information et pour accélérer les paiements.
Dans la relation avec les professionnels de santé, nous payons la plupart des dossiers en télétransmission en 7 jours. Nous avons des contrôles que nous faisons quand même sur certaines prestations, notamment tout ce qui est transport ambulance. Ça prend un peu plus de temps parce que nous avons quelques difficultés de mise en place de la réglementation, mais aussi quelques dossiers que nous contrôlons beaucoup plus parce que nous avons des surconsommations de certains frais. En tout cas, globalement, ça va mieux. Et surtout sur la partie cotisation, qui est le sujet un peu sensible de la caisse. Je crois qu'il faut féliciter globalement les entreprises de Guadeloupe, les collectivités locales, le CHU, qui ont fait de très gros efforts pour être, j'allais dire, d'abord à jour, mais aussi exemplaires dans leurs obligations déclaratives et de paiement. On a été très accompagnés par les services de l'État, préfecture et DRFI pour cet accompagnement des entreprises, mais aussi des collectivités locales. La Cour générale des comptes nous demande de lui fournir régulièrement la situation des collectivités locales. Donc tout cela est sous contrôle. L'objectif aujourd'hui, c'était de donner une lecture à travers les chiffres du volume d'activité de la Caisse générale. Donc des volumes d'activité en termes de flux financiers qui s'élèvent à 3 milliards d'euros, donc qui font de la Caisse générale un acteur important, non seulement de la protection sociale, mais également au niveau économique, puisque dans le chiffre de 3 milliards que je cite, il y a également le recouvrement des créances au titre de l'URSSAF, qui s'élève à plus d'1 milliard 71 millions d'euros. Avoir l'opportunité aujourd'hui de montrer que la Caisse générale est un acteur majeur en termes économiques pour l'île, mais également un acteur qui, en termes d'actualité, en termes d'activité, à une pluralité de sujets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes souvent attendus sur des sujets classiques qui sont ceux des remboursements de soins, ceux des délais d'attente pour obtenir une carte vitale, mais il y a également énormément de sujets qui concernent les schémas territoriaux de l'aide à l'habitat, en passant par effectivement l'action sociale, la prévention, donc tous ces domaines d'activité qui aujourd'hui sont examinés quotidiennement par nos équipes, par nos conseils d'administration, nos commissions, et que nous souhaitons aujourd'hui mettre on va dire en lumière devant les assurés sociaux et les citoyens de Guadeloupe. Il est 13h46 dans le ZCL sur RHT aussi, et c'est l'arrivée du champion d'escrime Jean-Paul Élisée, Mandy. Oui, tout à fait. Donc, le champion médaillé d'argent d'escrime par équipe a fait son retour en Guadeloupe. C'était vendredi dernier. Nous revenons tout de suite sur ce parcours brillant qu'il a donné à Rio. Un reportage de Michel Euraclide. Cet accueil extraordinaire, c'est extraordinaire. Comme on m'en avait parlé, j'ai vu des messages passer sur Facebook, mais là je ne m'attendais pas à ça. Cette ferveur, cette chaleur guadeloupéenne, comme on le sait, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qui me touche énormément. On travaille on transpire dans des halls, on transpire sur de la préparation physique, dans de l'entraînement d'escrime pour ces moments-là et pour les renouveler chaque année si c'est possible, parce qu'on a des championnats du monde, des championnats d'Europe chaque année, donc le plus possible bien sûr. Se ressourcer auprès de sa famille, se ressourcer auprès de mes amis et après repartir pour toute une saison de Coupe du Monde qui va arriver très vite. Prochain événement pour toi? Mi-octobre, Coupe du Monde au Caire. Voilà. Mi-octobre, au 21 octobre à peu près. Avec plaisir. Très heureux là, en ce moment particulièrement. C'est un moment de grand plaisir de retrouver un grand champion, un enfant de Pointe-à-Pitre, formé à Pointe-à-Pitre et qui nous donne beaucoup de bonheur. Je dis pour lui, comme je l'ai dit pour Yannick Borel, il y a une école de l'escrime pointoise, guadeloupéenne. Il y a depuis la première salle créée par M. Gara et Henri Bangou, il y a des générations de champions en escrime. Et lorsqu'on voit tous les jeunes qui sont autour de nos champions, je reste persuadé que demain nous aurons encore de nouvelles médailles dans toutes les disciplines. Voilà, il est pratiquement à la fin de ce journal. Le dernier sujet, Mendy, c'est le finissage. On va finir avec ça.
d'expo à la région. Effectivement, la semaine dernière, M. Harry Chalus a reçu nos ambassadeurs de la beauté, Miss et Mister Guadeloupe 2016. Non, j'y étais pas. Vous n'étiez pas là? Vous êtes sûr? Non, non. Ainsi que Miss World 2016. En effet, le président tenait à les féliciter pour leur parcours et leur élection respective. Par la même occasion, ils ont été invités à prendre part au finissage de l'exposition Demen Art au hall de la collectivité régionale. Un reportage d'Olivier Félix. Aujourd'hui, Harry Chalus, le président de la région Guadeloupe, nous a accueilli moi, la Miss Guadeloupe pour Miss France et le Mister Guadeloupe, au sein d'un finissage réalisé par Marie Guadeloupe et quelques jeunes de la Guadeloupe. Ce fut un très bon moment passé en leur compagnie. J'ai été vraiment surprise de ce que les jeunes peuvent faire. On a pu découvrir un autre art qui a pour but d'aider les jeunes et je pense que c'est une initiative qu'il faut accompagner. Et si je peux aider, si je peux représenter cette initiative, ce serait avec un grand plaisir. On connaît notre réputation, nous les jeunes. On est toujours pas vraiment dénigrés, mais voilà, on est vu du mauvais œil. Et de voir qu'on est capable, nous sommes tous capables, moi y compris, car moi j'ai réussi à être Mister Guadeloupe. Et de voir qu'on est là, on peut réussir, on est présent, on est capable de faire de grandes choses. Au fil, c'est aux Abîmes, mais le siège social se trouve aux Abîmes. On travaille avec toutes les communes de la Guadeloupe. Dès qu'on fait appel à nous, on est présent, il n'y a pas de souci. Et le but, c'est d'accompagner les jeunes dans leur responsabilité, dans leur création d'entreprise et aussi à trouver un emploi. Mais s'ils s'investissent, eux, on n'est pas là pour servir ni de maman ni de papa. On ne peut pas vraiment le compter parce que c'est 3 mois pour certains, 6 mois sur d'autres. Il faut savoir que depuis novembre jusqu'à aujourd'hui, on a travaillé. Il y a des élèves qui ont travaillé un peu plus lentement que d'autres. Il y a ceux qui vont un peu plus vite, qui ont plus l'esprit créatif. Mais ce qui est important, c'est qu'ils ont donné vraiment du cœur à leur ouvrage. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, on peut être fier du travail qu'ont fourni ces jeunes-là. Avec quoi on a travaillé la robe du multipliant, la robe du panier royal, des branches de multipliant, des branches de panier royal. Et le but, c'était simplement de dire, avec rien, on peut beaucoup faire chez nous en Guadeloupe et on a autant de belles choses et autant de valeurs que les autres. C'est une fierté pour nous de voir que nous avons des artistes qui éclosent avec des idées nouvelles pour la Guadeloupe. En plus, quand je vois ce qu'elle m'a remis comme cadeau, je suis vraiment content. Comme je l'ai toujours fait, je suis pour la jeunesse, j'accompagne la jeunesse, car je sais ce que c'est de dire que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. C'est un projet qui est intéressant pour créer des emplois, pour aménager la Guadeloupe, pour embellir la Guadeloupe, pour aider les jeunes à créer leurs emplois, pourquoi pas? On attend de voir le projet. Vous savez, je suis quelqu'un qui prend tout ce qui est bon pour la Guadeloupe, donc on verra avec elle, avec mes services, le projet qu'elle a posé Technofil pour pouvoir les accompagner. Ceux qui disent que la jeunesse ne font rien, c'est ceux qui n'ont jamais tendu la main à un jeune. Je pense qu'il y a des jeunes qui ont besoin, et tendre la main, c'est depuis la famille, l'amour familial, l'amitié, le bon voisinage. Qu'on veut, on peut. Pour cela, il faut montrer le chemin et il faut servir d'exemple. C'est terminé pour le ZCL. On remercie toute l'équipe de réalisation et nous vous saluons, vous qui nous écoutez sur RHT Guadeloupe, ainsi que vous, téléspectateurs donc de Canal 10. On se donne rendez-vous demain, Danick. Par ailleurs, à 12h30. Oui. On se retrouve avec plaisir. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous nos invités. Merci à Sylvie Adélaïde, qu'on va revoir bientôt sur nos écrans. On ne vous en dit pas plus. Salut. C'est fini. Bon appétit. Si vous n'avez pas encore déjeuné, mais on va le faire, Mandy. Oui, tout de suite, de ce pas. Ah oui, on l'a fait. Voilà, c'est fini.